Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le grand bain de la transformation numérique. Bonjour. Oui, un sujet passionnant et vaste. Exactement. On a sous la main un guide assez dense sur le marketing digital et puis aussi un aperçu d'une initiative marocaine, Tabibinet, dans la santé numérique. D'accord. Deux angles intéressants. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'extraire les points clés, de voir comment le digital change les stratégies des entreprises, mais aussi notre accès aux services essentiels. Un beau programme. Bon, alors décortiquons tout ça. Pour commencer, il y a une chose qui m'a frappée dans le guide. C'est l'idée que le marketing digital, c'est pas magique. Ah non, certainement pas. C'est même plutôt le contraire. C'est ça, ça demande du temps, de la persévérance, des compétences aussi évidemment. Beaucoup de tests d'ajustement permanent. Voilà, faut tester, s'adapter. Ça prend du temps, quoi. Les résultats ne tombent pas comme ça, tout de suite. C'est un excellent point. Fini l'idée de la recette miracle qu'on applique et hop, pam. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est de voir comment le cadre même a changé. C'est-à-dire? Ben, on parle souvent des 4 P historiques, hein. Produit, prix, place, promotion. Oui, les bases. Voilà. Le digital ne les efface pas, mais il les enrichit, il les complète, avec des choses comme la personnalisation à grande échelle. Mhm. Le permission marketing, donc, demander l'accord avant de parler au client, et puis la preuve, l'environnement digital lui-même qui façonne la perception. D'accord. En fait, le vrai changement, c'est que le pouvoir a basculé. Il faut mériter l'attention du client, construire la confiance petit à petit. On ne peut plus juste bombarder de messages. C'est très clair. Et on le voit concrètement. Le guide prend l'exemple de Spotify pour la personnalisation. Ah oui, un classique. Leur playlist découverte de la semaine, c'est parfois bluffant, non? Carrément, l'algorithme apprend de ce qu'on écoute, de ce qu'écoutent les autres, qui nous ressemblent. C'est puissant. Et puis il y a aussi ce dialogue plus direct. Le guide mentionne le click to chat. Oui, L'exemple d'Esprit de France, un groupe hôtelier, pouvoir poser une question et avoir une réponse rapide quand on navigue sur leur site, ça change l'expérience. Ça la rend plus humaine, paradoxalement. tout à fait. Mais est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde? Je veux dire, une petite PME, elle a les moyens de faire du Spotify ou d'avoir un chat H24? C'est une très bonne question. Bon, la personnalisation façon Spotify avec des algos complexes, ça demande des ressources en data science, c'est sûr. Oui, Mais l'esprit de la personnalisation, on peut l'appliquer à plus petite échelle. Segmenter ses emails, proposer des contenus ciblés sur son site, ça c'est déjà de la personnalisation. d'accord. Et pour le chat, il existe plein de solutions, même pour les petites structures. Et puis, même sans chat en direct, un bon formulaire de contact, une présence réactive sur les réseaux, ça contribue déjà à ce dialogue. L'important, c'est l'intention derrière et la réactivité. Créer le lien, quoi. Ce qui nous amène au cœur de la stratégie digitale, le site web. Ah, le fameux site web. Le guide est très clair là-dessus, hein. C'est la pierre angulaire. Que ce soit un site vitrine, e-commerce, un blog, peu importe. C'est central. Indispensable. Et deux notions reviennent tout le temps. L'expérience utilisateur, l'UX, et le design. Absolument. L'UX, comment dire, c'est le ressenti global de la personne qui interagit avec le site. Don Norman, qui est cité, a beaucoup théorisé là-dessus. Oui. En gros, il faut que ce soit simple, agréable, efficace. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Et quels sont les principes clés alors? Le guide en martèle plusieurs. D'abord, penser mobile first. Concevoir pour le smartphone en priorité. Logique, vu les chiffres du trafic mobile. Exactement. Même si en France, le desktop résiste encore pas mal, la tendance mondiale est là. Ensuite, la simplicité. Une navigation claire, une information bien structurée, pas besoin de cliquer partout pour trouver ce qu'on cherche. Mhm. Et puis, bien sûr, les appels à l'action, les call to action. Ils doivent être évidents, guider l'utilisateur vers ce qu'on veut qu'il fasse. D'accord. Acheter, s'inscrire, contacter. Voilà. Une bonne UX, finalement, c'est quand on ne la remarque même pas, quand tout semble fluide, naturel. Et cette fluidité, elle passe aussi par le contenu, j'imagine. Ah oui, le contenu, c'est le roi. Le guide insiste beaucoup sur le storytelling. Oui, Pas juste raconter des histoires pour faire joli, hein, mais vraiment aller chercher dans l'ADN de l'entreprise, ses valeurs, son histoire, ses équipes. pour créer un récit authentique qui parle aux gens. Le guide cite le slip français, Michel et Augustin. Oui, de bons exemples. Ils partagent leur quotidien, leurs succès, mais aussi leurs galères parfois, avec pas mal de transparence.
C'est ça aussi l'inbound marketing, non? Attirer les clients avec du contenu qui les intéresse vraiment plutôt que de leur balancer de la pub. Tout à fait, on attire, on n'interrompt pas. Et le blog, c'est l'outil parfait pour ça. Pour partager son expertise, créer une communauté autour de sa marque. D'accord. Et pour que ce super contenu soit trouvé. Hmm. Alors là, on touche à un point crucial, le SEO, le référencement naturel. La bataille pour être en haut de Google. C'est exactement ça. Et Google est tellement dominant que ça crée une vraie dépendance. C'est un enjeu stratégique pour les entreprises d'ailleurs, de diversifier leurs sources de trafic, ne pas mettre tous ses œufs dans le panier Google. Et comment on fait pour plaire à Google alors? Bah, au fond, pour plaire à Google, il faut plaire à l'utilisateur. C'est ça la clé. Ah oui. Oui. Il faut du contenu pertinent, de qualité, qui répond vraiment à la question de l'internaute. Il faut un site techniquement impeccable, sécurisé en HTTPS, ça c'est la base maintenant, bien structuré avec un sitemap, rapide à charger et surtout adapté au mobile. Le fameux mobile friendly. Voilà. Et puis, il y a la popularité, hein. Est-ce que d'autres sites de confiance parlent de vous, font des liens vers votre site? Tous ces aspects techniques, au final, ils servent le même but. Offrir la meilleure expérience et la meilleure réponse possible. Cela soulève une question importante, sur la fiabilité notamment. C'est intéressant. Et j'imagine que ça s'applique différemment selon les secteurs. Par exemple, une plateforme de santé comme Tabibinet, dont on parlera, elle doit aborder le SEO différemment d'un site e-commerce classique, non? Ah oui, tout à fait. Pour un acteur de la santé, la confiance et la crédibilité sont primordiales. Le contenu doit être absolument irréprochable, souvent validé par des experts médicaux. D'accord. Google a même des critères spécifiques pour ça, les critères EAT. Expertise, autorité, confiance, expertise, authoritativeness, trustworthiness. Ils sont particulièrement importants pour les sites qui traitent de sujets sensibles, comme la santé ou les finances, ce que Google appelle Your Money, Your Life. Donc la structure du site, le contenu, tout doit inspirer cette confiance. Exactement. La visibilité reste importante, bien sûr, mais la responsabilité est décuplée. On ne peut pas se permettre d'approximation. Parlons un peu des modèles économiques maintenant. Le numérique a vraiment tout changé de ce côté-là aussi. Ah oui, ça a ouvert plein de nouvelles portes. Le guide en détaille plusieurs. D'abord, les plateformes d'intermédiation, celles qui mettent en relation deux groupes, quoi. Oui, le modèle type place de marché. Blablacar en est un bon exemple. C'est ça. Ils connectent conducteurs et passagers. Et ils prennent une commission sur la transaction. Le gros défi pour ces plateformes, c'est le démarrage. Le problème de l'œuf et de la poule. Comment ça? Comment attirer les premiers conducteurs s'il n'y a pas de passagers? Et inversement, pourquoi les passagers viendraient s'il n'y a pas de conducteurs? Ah oui, d'accord. Ou le rendre gratuit pendant un temps pour créer une base utilisateur suffisante. Adopte un mec, par exemple, était gratuit pour les femmes au départ, pour attirer les hommes. Le choix de quel côté attirer en premier est vraiment stratégique. D'accord. Autre modèle super répandu, le freemium premium. Ah oui, celui-là, on le voit partout. On offre un service de base gratuit pour attirer beaucoup de monde. Et on espère qu'une partie va passer au payant pour avoir plus de fonctionnalités, plus de capacités, pas de pub. C'est ça. Le guide liste les restrictions possibles, fonctions bridées, limites de temps, nombre d'utilisateurs. C'est dans les logiciels, les jeux mobiles. C'est très efficace pour l'acquisition d'utilisateurs, c'est sûr. Mais le vrai challenge, c'est la conversion. Transformer ces utilisateurs gratuits en clients payants. Il faut que la valeur ajoutée du payant soit vraiment claire et forte. Exactement. Trouver le bon équilibre entre le gratuit, qui attire, et le payant qui fait vivre l'entreprise, c'est pas si simple. Ensuite, le modèle publicitaire. Le fameux « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Voilà, Google, Facebook, ils nous offrent des services géniaux gratuitement. Mais en échange, ils collectent nos données pour vendre de la pub ultra ciblée. C'est le cœur de leur modèle. Ça pose des questions sur la vie privée, évidemment. Bien sûr, même s'il y a une prise de conscience qui grandit chez les utilisateurs. Mais pour beaucoup de géants du web, c'est ça le moteur, la collecte et l'analyse très fine des données personnelles. Et pour les médias en ligne, par exemple, qui dépendent de la pub, c'est plus dur, non, avec les bloqueurs de pub? C'est beaucoup plus compliqué, oui. Les adblockers, la concurrence énorme pour capter l'attention, la dépendance au modèle publicitaire est risquée pour eux. D'où l'importance de diversifier les revenus. Via les abonnements, par exemple. Oui, justement. C'est la grande tendance, l'abonnement. On paye pour un accès, un usage, plutôt que pour posséder quelque chose. C'est ça. L'exemple d'Adobe qui passe de la vente de logiciels en boîte à son Creative Cloud par abonnement est très parlant. Ça leur assure des revenus réguliers, ça fidélise. Oui, mais ça demande aussi de prouver la valeur du service en continu. Il faut que les abonnés aient envie de rester chaque mois, chaque année.
Au final, tous ces modèles, qu'ils soient basés sur la transaction, l'abonnement, la pub, ils reposent sur quoi? Sur la relation client, non? Exactement. C'est pour ça que les outils de CRM, de gestion de la relation client, sont devenus si importants. Il faut gérer cette relation sur la durée. Et là, les réseaux sociaux entrent en jeu. En première ligne, ce ne sont plus seulement des vitrines pour diffuser de l'info. C'est devenu des canaux de dialogue, de services après-vente, de... De communauté. Tout à fait. Le guide rappelle l'importance d'avoir une vraie stratégie, des objectifs clairs, smart comme on dit, bien connaître sa cible avec des personas, définir une ligne éditoriale. Il parle aussi de curation de contenu. C'est quoi exactement? La curation, c'est le fait de sélectionner et de partager du contenu pertinent qui vient d'autres sources. Ça permet d'apporter de la valeur à sa communauté sans avoir à tout créer soi-même. C'est une bonne pratique. D'accord. Et sur les réseaux, la réactivité, c'est essentiel, j'imagine. C'est la clé. Il faut écouter ce qui se dit, répondre vite et savoir gérer les moments difficiles, les bad buzz. Ah oui, ça peut vite déraper. C'est un art délicat. Le guide donne l'exemple de la Redoute avec l'histoire de l'homme nu oublié en arrière-plan sur une photo produit. Ah oui, je m'en souviens. Leur réaction avait été géniale. Rapide, avec beaucoup d'autodérision, ils avaient retourné la situation. Decathlon aussi avait bien géré un lip dub amateur un peu raté avec humour. Donc parfois l'humour, parfois le sérieux. Ça dépend de la situation. Parfois, il faut s'excuser sincèrement. Mais la base, c'est toujours d'écouter activement et de répondre. Les chatbots peuvent aider pour le premier contact, répondre aux questions simples, Oui, on en voit de plus en plus. mais pour les cas plus complexes, ou quand il y a de l'émotion, l'humain reste indispensable. Tout ça, ça demande quand même de maîtriser pas mal d'outils, de compétences. Oui, et c'est pas donné à tout le monde. Le guide parle de la fracture numérique de deuxième degré. C'est-à-dire? Ce n'est plus seulement l'accès au matériel, avoir un ordinateur, une connexion Internet, c'est aussi avoir les compétences pour utiliser ces outils efficacement et en toute sécurité. Justement, la sécurité. On voit aussi des mauvaises habitudes, non? Les mots de passe trop simples, réutilisés partout. C'est un fléau, une aubaine pour les pirates. Le guide rappelle les bases, mais c'est crucial. Des mots de passe uniques, complexes, pour chaque service important. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est une bonne solution. Et la surexposition sur les réseaux. Surtout pour les enfants. C'est un autre vrai sujet. L'éducation au numérique est essentielle. Et puis, il y a la sécurité des données au sens large, les sauvegardes. Ah oui, les sauvegardes. C'est fondamental. Le guide insiste, régulière et dupliquée. Une copie sur un disque dur externe, une autre dans le cloud, et si possible, pas stockée au même endroit physique. C'est valable pour les particuliers comme pour les entreprises. D'ailleurs, dans l'interview d'Eram citée, Mais le directeur marketing d'Eram explique bien que réussir la transformation numérique d'une entreprise historique comme la leur, ça passe par former les équipes, intégrer ces réflexes de sécurité partout, c'est pas juste l'affaire du service informatique. en parlant de transformation qui touche des secteurs vitaux, ça nous amène à notre deuxième source. Tabibisnet, au Maroc. Oui, un exemple très concret d'application de tous ces principes digitaux, mais dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que c'est exactement Tabibisnet? Alors c'est présenté comme une plateforme de e-santé assez complète et 100% marocaine. Elle regroupe plusieurs services pour faciliter la vie des patients, mais aussi des médecins. Comme quoi, par exemple? Prise de rendez-vous en ligne, évidemment, mais aussi téléconsultation vidéo, accès à son dossier médical numérisé et sécurisé, une messagerie pour échanger avec les praticiens de manière confidentielle. Ah oui, c'est assez complet. Et même une carte pour localiser les cliniques, les pharmacies. L'objectif affiché est clair, améliorer l'accès aux soins, réduire les barrières géographiques ou de temps d'attente. C'est un bel exemple de plateforme d'intermédiation, mais appliqué à un secteur où la confiance et la sécurité des données sont hyper critiques. Ça rejoint exactement ce qu'on disait sur l'importance de la confiance, de l'UX dans le domaine de la santé. Tout à fait. Quels sont les défis particuliers pour une telle plateforme, d'après vous, ou les sources? Ils sont nombreux, on peut imaginer. D'abord, la sécurité et la confidentialité des données de santé. C'est ultra sensible. Il faut un niveau de protection maximal. Oui, évidemment. Ensuite, il faut gagner la confiance des deux côtés. Les patients, qui peuvent être méfiants vis-à-vis du numérique pour leur santé, et les professionnels de santé qui ont leurs habitudes et peuvent être réticents à changer leurs outils. L'adoption par les médecins, c'est clé. Essentiel. L'ergonomie, l'UX, doit être impeccable pour tout le monde, y compris pour ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie. Il faut aussi garantir la fiabilité technique, notamment pour les téléconsultations. Une coupure en pleine consultation, c'est pas idéal. Non, c'est sûr. Et puis, il faut s'intégrer dans l'écosystème de santé qui existe déjà, respecter toutes les réglementations. La source mentionne que Tabibinet s'inscrit dans une vision nationale de modernisation au Maroc. C'est sans doute un atout pour lever certains freins.
C'est vraiment un exemple intéressant de comment le digital peut être mis au service de l'intérêt général. Bon, alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, Allez-y. on voit que le marketing digital, c'est un domaine qui bouge tout le temps. Il remplace pas le marketing traditionnel, mais il l'augmente, il lui donne de nouvelles dimensions. C'est ça, il complète. Des fondamentaux se dégagent. Avoir un site web bien pensé pour l'utilisateur, créer du contenu pertinent, authentique, travailler sa visibilité avec le SEO, être présent sur les réseaux sociaux de manière stratégique, interactive. Oui, les bases sont là. Les modèles économiques se sont réinventés, souvent autour de la donnée, de l'abonnement, de la mise en relation. Et partout, la sécurité, la maîtrise des outils, ce sont des enjeux majeurs. Tout à fait. Et Tabinet nous montre une application très concrète, ambitieuse même, de tout ça dans un secteur essentiel comme la santé. C'est une bonne synthèse, je trouve. Le potentiel du digital est immense, c'est clair. Mais, comme on disait au début, il n'y a pas de recette magique. Non. Le succès dépend vraiment d'une stratégie bien réfléchie, d'une exécution soignée et de cette capacité à s'adapter en permanence. Et surtout, ne jamais oublier l'humain derrière l'écran. C'est ce que disait le responsable des rames dans l'interview d'ailleurs. Le défi du commerce de demain, c'est pas tant d'être hyper connecté que de réussir à se reconnecter émotionnellement avec le client. La technologie doit rester un outil, un moyen, un facilitateur, Exactement, un levier pour améliorer l'expérience, la relation. pas une fin en soi. Le lien humain, ça reste primordial. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour ouvrir la réflexion. Au-delà de l'efficacité et de la performance, comment on s'assure que tous ces outils numériques si puissants, ils servent vraiment à renforcer ce lien humain, cette confiance, plutôt qu'à nous éloigner les uns des autres? Vaste question. Comment faire en sorte que le digital rapproche, puisqu'il n'isole finalement? C'est tout l'enjeu éthique, sociétal derrière la technologie. Exactement. On laisse ça en suspens. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse très riche. Merci à vous, c'était passionnant. À très bientôt.